Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence en ligne organisée par Vétinweb. Ce soir, on va parler du vieillissement de nos animaux de compagnie et plus précisément de l'arthrose. Grâce aux progrès vétérinaires, on peut aujourd'hui mieux reconnaître et traiter l'arthrose, une affection articulaire très fréquente mais encore sous-estimée. Pour parler de ce sujet, on a avec nous le docteur Guillaume Rajetli, qui est spécialiste en chirurgie et qui exerce exclusivement en orthopédie. Je lui laisserai se présenter en détail tout à l'heure. Vous pourrez poser vos questions tout au long de la conférence, donc dans l'onglet chat, comme certains sont déjà en train de nous dire bonsoir. Et le docteur y répondra à la suite de la conférence. On aura le temps. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, on répondra par écrit. Vous recevrez le lien du replay ainsi que, ainsi que toutes les réponses à vos questions. Je laisse la parole maintenant au docteur Ajetli et puis merci encore à lui d'être avec nous ce soir et très bonne conférence à vous. Bonsoir à tous. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, vous devez me voir. Et hop, ça fait un peu bizarre, mais c'est passé. Et donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je voulais remercier Vétinweb d'avoir organisé cette soirée, de m'avoir choisi pour vous parler de l'arthrose, qui est un sujet qui me tient forcément à cœur, parce que c'est mon cœur de métier. Moi, je suis Guillaume Ragetli, je travaille au CHV Frégis, qui est un hôpital au bord du périphérique entre Paris et Gentilly. Et donc, je suis en fait spécialiste en chirurgie, mais je me suis même spécialisé en orthopédie. Donc, je ne fais que de l'orthopédie au quotidien, et ça inclut de la pratique chirurgicale, mais dans le monde vétérinaire, ça inclut aussi la rhumatologie. Et donc moi, je vois beaucoup de cas qui souvent viennent de loin, après des périples vétérinaires assez compliqués et qui n'ont pas des options chirurgicales miracles pour les aider. Et c'est des cas qu'on va aborder avec un aspect de rhumatologue, comme un rhumatologue en humaine. Pour être transparent, je suis consultant et expert pour beaucoup de sociétés différentes. J'essaye cependant de rester quand même très objectif dans ma vision et ma présentation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez que je parle et de chirurgie et de pas chirurgie, parce que la chirurgie n'est pas du tout la solution à tout. Voilà, alors donc moi je voulais vous parler ce soir de cette maladie qui nous concerne nous, mais concerne aussi nos compagnons, nos chiens et nos chats, qui est l'arthrose. Et l'arthrose, c'est une vraie maladie, et c'est une maladie qui a deux caractéristiques très propres, qui sont qu'elle est chronique et qu'elle est inflammatoire. Chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la maladie a commencé, elle est présente, elle restera présente. Et c'est pas parce qu'en vétérinaire, on est moins bon, hein, en médecine humaine. Si vous avez de l'arthrose de la hanche à 40 ans, ils vont vous proposer de maigrir, vous recommander certains sports, éventuellement vous faire des injections, mais il y a un jour ou un autre où vous risquez d'avoir une prothèse de hanche aussi parce qu'ils n'arrivent pas à vous soulager pour 50 années de plus. Et nous, dans le monde vétérinaire, on a cette même maladie. Alors, la durée de vie de nos patients est quand même moins longue et ça permet parfois, sans chirurgie, d'arriver à les soutenir et les aider au quotidien durablement. Mais, et vous le verrez, ça va être un peu une répétition régulière de cette présentation. Plus on diagnostique tôt et plus on prend en charge correctement les choses, plus on a des chances de soulager durablement nos compagnons qui ont cette maladie, cette arthrose. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, cette arthrose? En fait, elle a plein d'impacts sur l'articulation. En fait, elle n'attaque pas que le cartilage qui va se fissurer, qui va perdre de la substance, de l'épaisseur, voire disparaître, hein. Et chez le chien, on voit parfois des articulations que les orthopédistes humains n'envisagent même pas de voir. C'est-à-dire que nos chiens supportent des choses que l'homme ne supporte clairement pas, en tous les cas dans les pays développés. Mais cette perte de cartilage, elle est souvent associée par des ostéophytes, c'est-à-dire que c'est de la création de l'os autour de l'articulation qui la rend plus rigide. Un os sous le cartilage qui va se remodeler et s'affaiblir. Et puis aussi de l'inflammation, des ligaments qui se ramollissent, qui s'affaiblissent, et puis une perte de muscle qu'on appelle l'amyotrophie. Donc tous ces éléments en cascade vont fragiliser cette zone, cette patte, et progressivement le reste du corps, parce qu'en fait, le corps est un équilibre en fait.
Et en fait, il y a 2 cercles vicieux à comprendre. Alors là, c'est des gros chiffres, enfin des gros termes, pardon, et je m'en excuse, mais vous verrez que j'essaye de, pendant toute cette heure qu'on va passer ensemble, de mélanger des moments où j'essaye d'être, accessible pour tous, mais aussi des moments où, parce que certains d'entre vous connaissent déjà très bien ces maladies, on va un petit peu plus dans le cœur du sujet. Et alors dans le cœur du sujet, on peut parler de ce qui se passe au niveau, local. En fait, l'inflammation abîme les cellules du cartilage, les chondrocytes, qui en réaction font venir des cellules qui, à la place de les aider, finalement, vont dégrader encore plus ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, qui est en gros la structure du cartilage. Donc ça dégrade le cartilage, ce qui accentue l'inflammation, et on est donc dans un cercle vicieux au niveau local. D'accord. Le plus important, et ça, j'aimerais dire, c'est le plus important et tout le monde comprendra. Cette inflammation, qu'est-ce qu'elle entraîne? Eh ben, elle entraîne de la douleur, hein. Quand on a une inflammation, nous, dans notre genou, ben, on a mal. Et cette douleur va faire que le chien va être moins actif ou il va se protéger. Donc, quand il boite, il appuie moins sur cette patte-là, il l'utilise moins et donc il perd du muscle. Or, le muscle est le stabilisateur de l'articulation. Donc, si je perds du muscle, mon articulation va être moins stable. Et si elle est moins stable, à ce moment-là, je vais avoir une souffrance parce que je vais avoir des contraintes anormales sur mon cartilage. Et ça va accentuer l'inflammation. Donc, vous voyez là, au point de vue, j'ai envie de dire, physiologique global, on a avec cette articulation atteinte un cercle vicieux global qui inclut une perte de muscle, une douleur, une perception de gêne, et cette inflammation qui est accentuée par tous ces phénomènes va accentuer la dégradation du cartilage. Et on a d'autres phénomènes qui s'ajoutent à ça. On a un phénomène qu'on appelle une hypersensibilisation centrale. C'est encore un grand terme. L'idée de ce terme, c'est de dire quoi? C'est dire que le même signal de douleur, petit à petit, est perçu par le cerveau comme étant de plus en plus douloureux. Donc, quand j'ai une articulation qui est légèrement inflammatoire, si elle reste très longtemps comme ça, le système nerveux accentue, en gros, il dit, tiens, mais le cerveau, il ne comprend pas que ça fait mal et qu'il faut protéger cette articulation. Et donc, il envoie des signaux de plus en plus forts pour dire, arrête de faire ça, ça fait mal. Et donc, finalement, on a une douleur qui s'accentue dans le temps. Un autre élément qui est très souvent associé à l'inactivité, c'est que si je bouge moins, je vais prendre du poids. Si je prends du poids, j'augmente la charge sur les articulations. Donc j'augmente souvent l'inflammation, la douleur, l'instabilité. Enfin, tout ça, c'est très mauvais. Et on en reparlera, mais la perte de poids est souvent une solution clé pour nos chiens et nos chats qui ont des problèmes articulaires. Et la réalité, et là j'attire votre attention là-dessus parce que je peux vous dire que je le vois au quotidien, c'est que ce n'est pas l'inactivité qui augmente l'obésité. C'est très faible l'impact de l'activité sur le poids en direct. Ce qui augmente l'obésité, c'est d'autres facteurs, et les principaux facteurs, c'est notre détresse à nous, de voir notre compagnon avoir mal, et comment on peut essayer de compenser ça. Bah souvent, on lui donne des petits plaisirs. Et donc, c'est nos petits plaisirs, on va essayer de lui rendre un peu de bonheur, mais malheureusement, c'est sans doute pas la bonne option parce que ce petit bonheur, ces petites gâteries qu'on va lui donner, vont augmenter la charge parce que ça va faire prendre du poids à notre compagnon. Ce qui a été remarqué sur l'arthrose, et il y a des belles études, c'est que cette gêne articulaire, qui peut aller d'une gêne à une douleur, elle a un impact fort sur nos chiens et nos chats. Elle a un impact sur la qualité de vie. Au-delà de la petite gêne, ça affecte le sommeil, ça affecte les relations sociales, ça change la mobilité, ça crée des modifications sensorielles et somatiques. Donc ça affecte tout l'organisme. Premier élément fort, ça affecte la qualité de vie. Donc, ok, il est boiteux, on pourrait se dire, bon, mais en fait, il court, il joue, il danse. En fait, il est heureux quand même, ce chien. Oui, il est heureux parce que c'est un chien. Et les chiens sont différents de nous. Nous, on anthropomorphise, on regarde leur comportement comme si c'était nous. Mais en fait, attention, nous, quand on a mal à une articulation, on reste au lit, on bouge plus, on hurle, on se plaint, on fait tout ça. Eux, ok, parfois ils font un peu ça, mais très souvent, on leur sort une balle, on va se balader, on monte la laisse. Ils oublient tout, en fait. Ils oublient tout, mais ne nous leurrons pas. Ils ont quand même une gêne, voire une douleur. C'est juste qu'en fait,
ils n'ont pas comme nous une réaction entre guillemets «d'interaction humaine» où on va se plaindre, pour se faire plaindre, pour se faire cajoler, pour être mieux géré, mieux traité, mieux soigné et cetera. Donc cette gêne ou cette douleur, elle affecte vraiment leur qualité de vie, même si on a l'impression que, ah bah, quand il court, il va bien en fait. Non, mais c'est parce que quand il court, il oublie tout. Mais attention, parce qu'en fait, il ne se protège pas dans ces moments-là et ça accentue le problème. Mais en fait, au quotidien, il est gêné quand même par cette articulation qui lui fait mal. Le deuxième élément, qui a été démontré aussi, là, je vous ai mis les études pour les plus pointues d'entre vous, mais il y a plusieurs études qui montrent que l'arthrose a un impact sur l'espérance de vie. Donc, et ça, bon, et c'est très connu chez l'homme, mais c'est même maintenant prouvé chez nos compagnons. Donc c'est important, ça a des vraies conséquences et sur la qualité de vie et sur l'espérance de vie. Donc le message, c'est ne pensons pas que parce que c'est une articulation, c'est pas prioritaire par rapport à une maladie du cœur ou des poumons. En fait, la qualité de vie, c'est ce qu'on souhaite pour nos compagnons, qu'ils soient heureux, mais qu'ils soient aussi tout le temps heureux, tout le temps confortables, bien dans leur peau. Et donc, il faut gérer cette problématique. Alors ça, c'était le petit préambule sur qu'est-ce qu'est l'arthrose et pourquoi la prendre en charge. En fait, pour mieux comprendre l'arthrose, il faut déjà se renseigner un peu sur les causes. Qu'est-ce qui crée cette maladie articulaire? C'est assez intéressant parce que chez le chien, il y a très souvent une maladie primaire derrière l'arthrose. C'est pas du tout comme chez l'homme. On a souvent des maladies congénitales. Congénitales, ça veut dire qu'ils se développent pendant la croissance. C'est souvent des maladies génétiques qui sont là dès le départ. Elles sont inscrites dans leurs gènes. On peut avoir des gens qui nous responsabilisent, qui disent que c'est parce qu'on a fait ci ou qu'on a fait ça, mais en fait, quand on a des maladies congénitales, c'est aussi et surtout parce que malheureusement, les gènes ne sont pas les bons. Qu'est-ce qu'on a comme maladie congénitale? On a la dysplasie de la hanche, hein. Là, je vous ai mis des radios à gauche d'un labrador qui est normal avec les têtes de fémur. Je ne sais pas si vous allez voir ma souris, non, vous n'allez pas la voir. Les têtes de fémur, donc qui sont les boules en haut du fémur. Vous voyez, les fémurs, c'est les deux os parallèles. Et en haut, il y a deux petites excroissances vers l'intérieur avec des boules. Je vais vous remontrer ça juste après, qui rentrent bien dans le bassin. Et à droite, c'est un chien qu'on appelle un chien luxoïde. Il a une dysplasie tellement sévère que les hanches sont luxées, déboîtées. Et donc les têtes ne sont plus dans leur cavité. Et ça, je peux vous dire que c'est hyper douloureux. Il n'y a pas un homme qui peut marcher avec des hanches comme ça. Nos chiens y arrivent parce que c'est des warriors, parce qu'ils sont heureux en fait. Ils sont de nature positive. C'est pour ça qu'on les adore, hein. Première maladie, dysplasie des hanches. Deuxième, dysplasie du coude. Très fréquent aussi. Les autres, des ostéochondrites, des formations angulaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des maladies plus confidentielles. Deuxième groupe de maladies qui causent de l'arthrose de manière secondaire, c'est les maladies dégénératives, c'est des excès d'usure. Et là-dedans, on parle de la rupture de ligaments croisés. D'accord? Et puis, troisième cause connue, c'est les traumatismes, hein. On se fait taper par une voiture, il y a le genou qui prend un choc ou la hanche qui prend un choc, la cheville qui prend un choc et à ce moment-là, ben, on va avoir de l'arthrose qui va se développer progressivement. Donc, à retenir, chez le chien, on a très souvent une maladie primaire. Si je rentre un petit peu dans le détail, parce que je pense que c'est intéressant, sans doute que certains d'entre vous sont là parce que leur chien a eu, ou leur chien actuel a, une dysplasie de hanche, une dysplasie de coude, une rupture de ligament croisé. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces trois maladies. Dysplasie de hanche, c'est quoi? On a cette boule en haut du fémur qui vient s'emboîter au niveau du bassin. Si le chien est dysplasique, cette boule va être un petit peu laxe. Donc, elle a tendance à rentrer et sortir, comme vous voyez sur la photo du milieu, l'image du milieu. À force de faire ça, ça frotte sur le cartilage et ça crée, secondairement, ce qu'on appelle de l'arthrose. Voilà une radio d'un chien qui, à gauche sur la radio, là, a une hanche normale et à droite sur la radio a une hanche dysplasique. Et regardez bien la différence. La hanche normale, elle est toute ronde et elle s'intègre dans une cavité dans le bassin qui est tout rond. D'accord? Je vous ai remis la radio au-dessus, comme ça vous pouvez vraiment re-regarder maintenant avec les lignes et regarder et comparer. Et de l'autre côté, regardez cette hanche dysplasique qui n'a rien à voir. Elle est rectangulaire. On sent bien que c'est pas lisse. On imagine bien quand ça bouge, ça glisse pas sans friction un côté sur l'autre, en fait. Et donc ça frotte, ça fait mal, ça crée de l'inflammation, ça abîme le cartilage, et ainsi de suite.
Qu'est-ce que c'est la dysplasie du coude? Alors ça, c'est un extrait d'une vidéo d'une clinique en Angleterre qui s'appelle la Fitzpatrick Referrals. Euh, et ça montre la complexité du coude. Je vous la repasse. Vous voyez déjà, au niveau de l'avant-bras, il y a deux os. Il y a le radius d'un côté, l'ulna de l'autre. Et de l'autre côté de cette articulation, il y a un os qui est l'os du bras, l'humérus. Donc on a trois os qui doivent s'articuler parfaitement les uns avec les autres. Si jamais il y a des frottements, forcément ça va créer des anomalies. La dysplasie du coude, c'est aussi une maladie congénitale, c'est aussi une maladie génétique, où de cette articulation, ça c'est un scanner, pour vous illustrer en 3 dimensions un peu comment ça se passe, de cette articulation, on a des frottements excessifs qui peuvent entraîner des maladies. Si le frottement il est là où je vous ai mis le petit cercle, ça s'appelle une ostéochondrite, mais qui fait partie de la dysplasie du coude. Si le fragment il est ici, ça s'appelle une non-union du processus Fanconi, qui fait partie de la dysplasie du coude. Si le fragment il est plutôt de ce côté-là, et plutôt sur cette petite pointe, ce petit promontoire ici, ça s'appelle la fragmentation du processus coronoïde. Cette troisième entité, c'est 90% des dysplasies du coude. Et on a aussi parfois des petits décalages à ce niveau-là, ça s'appelle de l'incongruence. Ces 4 entités font partie du grand complexe de la dysplasie du coude. Donc la dysplasie du coude, c'est un terme très générique qui ne donne pas une précision sur quelle est vraiment la maladie à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe. Mais déjà, c'est un terme générique qui est important parce que si on est dysplasique, ça a des conséquences. On va avoir de l'arthrose, on va avoir une gêne, voire une douleur, voire un vrai handicap. On doit être exclu de la reproduction, c'est important parce que c'est génétique. Donc tous ces éléments-là sont importants. Mais par contre, pour l'approche thérapeutique, il faut sans doute savoir précisément ce qui se passe pour mieux décider de quelle est la meilleure approche. Ce qui est important, que ce soit les hanches ou le coude, c'est que plus le diagnostic est précoce, plus on a des chances d'aider durablement le chien. Ça, c'est des maladies de chien pour la dysplasie du coude. La dysplasie des hanches, c'est pareil, chez le chien et chez le chat, d'accord? Et donc, on a intérêt à aller poser un diagnostic précocement. L'autre chose, que ce soit le coude ou les hanches, c'est que quand on a un chien jeune, la fiabilité des radiographies est faible. Elle est très faible pour la radiographie du coude, elle est plutôt faible pour la radiographie des hanches, sauf si on fait des radios très particulières, qu'on appelle des radios en distraction. Donc méfions-nous. Mais ça, c'est surtout très vrai pour le coude. Un chien de 1 an qui a des belles radios peut quand même être dysplasique. Donc méfions-nous de ça, parce que parfois, les radios, l'avantage, c'est que c'est pas cher et accessible. C'est-à-dire que dans 90% des cliniques, on a des salles de radiographie, et on fait une radio, on a l'impression que c'est normal, on se dit que c'est bon, on laisse les choses aller, mais si on a raté une dysplasie, 6 mois plus tard, le coude peut être dans un état désastreux. Donc autant pour les hanches, et on verra aussi pour le genou, la radiographie est géniale, autant pour le coude, il faut un scanner. C'est le même chien, la radio à gauche, le scanner à droite. Je ne sais pas si vous voyez au bout de la flèche, on voit qu'il y a un petit fragment qui est détaché du reste. Et ben, le même chien sur la radio, qui a des radios parfaites, il y a un fragment clair et net sur le scanner. Ce fragment-là, il est générateur d'arthrose plus, surtout sur un jeune chien qui est très sensible, et donc il va falloir aller le retirer. Ça, c'est ce qu'on a vu sur ce même chien encore, sous arthroscopie. Vous voyez le bloc là? Eh ben, c'est un bloc fragmenté, mobile dans l'articulation. Il a un caillou qui se déplace dans l'articulation. Ça frotte à droite, à gauche, ça crée de l'inflammation, ça crée de l'arthrose, ça abîme le cartilage. Faut pas le laisser en place. Sauf si on le diagnostique quand il a 10 ans. Mais en tous les cas, sur un chien qui a moins de 2-3 ans, c'est vraiment une erreur de ne pas aller le retirer. Et donc, c'est vraiment dommage de s'être basé sur la radio et d'avoir traîné 6 mois de plus, parce qu'à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus d'arthrose. Dernière maladie dont je voulais vous parler en termes de cause d'arthrose chez le chien, c'est la rupture du ligament croisé. Ça, c'est un chien classique. Vous voyez, une grosse boiterie du membre pelvien. C'est arrivé d'un coup. Mais en fait, c'est une maladie souvent dégénérative. Je vous montre la vidéo de côté, elle est assez parlante aussi. Je trouve qu'on voit bien la boiterie. Il a vraiment du mal à s'appuyer sur la gauche. Il tombe sur la droite. Ça, c'est la première cause de boiterie chez le chien adulte, la rupture du ligament croisé.
D'accord? Comment ça se passe? À l'intérieur du genou, ça c'est l'image de gauche. Vous voyez, il y a le fémur au-dessus, le tibia en dessous, et puis la rotule qui est un petit peu au-dessus à gauche. Il y a plein de ligaments. Il y a les ménisques, etc. À l'intérieur, il y a deux ligaments qui se croisent, ça s'appelle les ligaments croisés. Quand le ligament croisé crânial, un des deux ligaments est cassé, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez sur la vidéo à droite, quand le chien s'appuie, le fémur il va glisser sur le tibia et il abîme les ménisques, il crée de l'inflammation et il donne une sensation au chien d'être instable, mais surtout ça frotte, ça crée de l'inflammation, ça crée de la douleur. C'est ça la rupture du ligament croisé, d'accord? Et malheureusement, ça ne se traite pas juste comme ça en attendant, en le mettant en repos, etc. Chez l'homme, certains patients peuvent être gérés sans chirurgie parce que nous, notre genou, quand on marche, il est stable. Et donc, il va être instable quand on fait des mouvements de pivot, de translation, etc. Chez le chien, le genou, il est instable, même à la marche, quand il n'y a plus de ligament croisé. Donc, à toutes les pas, il y aura le mouvement que vous avez vu. Et donc là encore, plus le diagnostic est précoce, plus on a des chances d'aider durablement le chien. D'accord? Il m'arrive d'opérer des chiens qui ont une rupture de ligament croisé depuis plusieurs années. Mais je sais au fond de moi-même que l'arthrose est quand même déjà très prédominante. Et donc, on va l'aider un petit peu, mais clairement insuffisant pour avoir une qualité de vie optimale. Et il va falloir vraiment bien gérer cette arthrose pour l'aider à aller encore mieux que juste avec la chirurgie. Et là, c'est la clinique, la clinique, la clinique. Il n'y a pas besoin de 1000 examens. Je vois parfois des chiens qui viennent me voir, ils ont eu une IRM, un scanner, des radios, machin, etc. C'est un peu dommage. Parfois, juste des bonnes radios et un bon examen nous permettent d'avoir le diagnostic. Ça, c'était pour le chien. Donc, chien, on retient beaucoup de causes primaires, que ce soit congénitales, dégénératives, traumatiques, mais trois grandes maladies à retenir: dysplasie de hanche, dysplasie du coude et rupture du ligament croisé. Et chez le chat, chez le chat, l'origine de l'arthrose est beaucoup plus proche de l'arthrose humaine que de l'arthrose canine. C'est-à-dire que chez le chat, c'est plutôt l'usure qui entraîne progressivement l'arthrose. C'est souvent un excès de saut ou un excès de poids qui va faire qu'on surcharge nos articulations et que le chat, petit à petit, va avoir une arthrose qui se développe. Forcément, il y a aussi pas mal de traumatismes chez le chat, hein, que ce soit des sauts un peu violents qui font qu'ils se font une petite entorse du poignet, mais c'est un chat, donc il va repartir, il va forcer dessus, et petit à petit, son poignet va avoir de l'arthrose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a compris ce qu'était l'arthrose, les causes de l'arthrose, la première question, c'est quand est-ce qu'on doit suspecter, être inquiet que notre chien ou notre chat a de l'arthrose? Figurez-vous que c'est plus fréquent que ce qu'on croit. D'accord? Ça, c'est une étude assez récente chez le chien qui a montré que chez le chien, il y a environ un chien sur deux qui a de l'arthrose des 2 à 3 ans d'âge. Donc c'est énorme. Ça ne veut pas dire que cette arthrose est catastrophique, il faut faire quelque chose et que mais en tous les cas, il faut bien intégrer que c'est une maladie hyper courante et que si à 2-3 ans, il a un peu d'arthrose et qu'on laisse certaines dérives s'installer, cette arthrose va progresser puisque c'est une maladie chronique, elle progresse dans le temps et donc le challenge, c'est de le diagnostiquer le plus tôt possible et d'infléchir la courbe pour que la progression soit la plus minimale possible. Ce qui fait que 10 ans après, ouais, il aura un peu plus d'arthrose, mais il sera confortable, il aura une bonne amplitude, il pourra courir, il pourra faire tout ce qu'on veut. C'est ça qui compte. Et chez le chat, c'est pareil. C'est pareil. À retenir, c'est 90% des chats de plus de 12 ans ont de l'arthrose. Mais il y a même des études qui ont montré qu'avec des chats qui ont en moyenne 6 ans, on a un tiers des chats qui ont de l'arthrose, même plus d'un tiers. Donc c'est vraiment une maladie fréquente, hein. Moi, j'ai été éduqué dans une époque où on disait le chat, il est infaillible d'un point de vue articulaire, il saute de 4 étages, il retombe sur ses pattes, etc. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout le cas. Les chats sont sensibles de leurs articulations, ils sont sensibles d'un point de vue comportement, ça les affecte au quotidien. Et donc, ce vieux dicton et ces vieilles approches, en fait, c'est vraiment des approches d'un autre âge. On a maintenant plein d'éléments scientifiques. Alors certes, ça fait que 15 ans qu'on en a pour la plupart, mais plein d'éléments qui nous montrent que chez le chat aussi, la prévalence de l'arthrose, la fréquence de cette maladie est quand même très importante. Alors pourquoi est-ce qu'on la diagnostique si peu? Alors si peu, il ne faut pas exagérer, on la diagnostique fortement aussi, hein. Les problèmes articulaires et de mobilité sont quand même un des motifs de consultation très fréquents chez les vétérinaires. Mais on a un piège, c'est que les chats sont des félins et masquent
très fortement leurs problèmes. Donc la boiterie, elle n'est pas toujours présente, pas toujours visible. Il y a des études qui montrent qu'entre 13 et 17% des chats qui ont une arthrose modérée à plus forte ont une boiterie. C'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a plein de chats qui vont se déplacer un peu différemment pour ne pas boiter et pour masquer leurs problèmes. Je pense que c'est un réflexe de félin, parce que le félin qu'on connaît maintenant dans la vie sauvage, bah, s'il a un handicap, ça devient une proie en fait. Donc il y a un réflexe, à mon avis, de protection là-dessus, de masquer le problème. Et chez le chien, le chien, je trouve, il masque moins, mais en fait, c'est nous qui nous mettons parfois des œillères. On n'observe pas des boiteries qui sont visibles. Je peux vous le dire, moi j'habite à Paris, je vois des chiens boiter dans la rue tous les jours, avec des gens qui, probablement, alors certains sont au courant, hein, moi je vois certains de mes propriétaires, ils se disent, je suis gêné parce que tout le monde me regarde, je sais bien que mon chien il boite, comment je peux faire, etc., pour l'aider. Et on ne peut pas aider tout le monde. Il y a des chiens qui sont voués à boiter parce qu'ils ont une vraie problématique, et cetera. Mais en tous les cas, je pense que c'est important que, on se rende compte qu'on passe à côté de beaucoup de boiteries. D'accord? Ça, c'est un exemple chez le chat. Chat chez le propriétaire, hein. Ça, c'est un de mes patients. Vous voyez la petite boiterie, elle est légère. Bah, ça, si on ne prête pas une attention forte, on va passer à côté. Et ça, malheureusement, c'est un cinquième des chats. Et ça, ce chat-là, il faut imaginer qu'en consultation, moi, je ne le vois pas boiter, hein. Pourtant, j'ai l'œil, c'est mon métier, je le mets par terre, je le laisse se déplacer. On a des salles de consultation vraiment adaptées pour les chats, qui peuvent se balader, qui ont envie d'explorer, ils se sentent bien, ils sont chez eux. Même s'ils sont à Frégis, ils sont chez eux. Et ben, je ne le vois pas boiter, en fait. Il se protège, il se masque, etc. Mais on sait que même si on ne voit pas de boiterie, il y a une gêne clinique qui est présente. Il y a une difficulté à sauter dans 71% de ces chats qui n'ont pas de boiterie. Et souvent, s'ils arrivent à sauter, ils sautent beaucoup moins haut. D'accord? Donc, ça a un vrai impact clinique. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, on voit un changement de comportement chez notre chat, chez notre chien. On se dit, ah bah mince, il a pris un coup de vieux, il est moins dynamique. Mais non, il n'est pas moins dynamique parce qu'il est vieux. Il est moins dynamique parce qu'en fait, s'il est dynamique, il se fait mal. Et donc, il a appris à se protéger. Et ça, c'est très vrai, que ce soit chez le chat ou chez le chien. D'accord? Et là, on n'est pas bon. Ça, c'est une étude anglaise qui a montré ça, mais je pense que ça serait pareil en France, qui a fait des petits questionnaires pour des propriétaires. Quels sont les signes que vous associerez à une douleur articulaire? Et évidemment, je vous ai mis le son, mais vocalisation, sensibilité à la manipulation, il devient agressif, il boite, il évite qu'on s'approche de lui. Ben oui, c'est logique. Là, on sent bien qu'il y a un problème. Mais en fait, ces propriétaires interrogés n'associaient pas à une douleur un chat qui hésite à sauter, un chat qui est raide, un chat qui change d'habitude de litière parce qu'il n'arrive plus à se positionner de la même manière, un chat qui est moins joueur, un chat qui a moins d'activité ou un chat qui se toilette moins souvent. Pourquoi j'insiste sur ces éléments-là? Parce que ça, c'est des éléments d'alerte pour vous. Si votre chat a ces signes-là, allez voir votre vétérinaire et dites-lui, je me demande s'il n'y a pas un petit problème d'un point de vue articulaire, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale ou des articulations des pattes, il y a sans doute un truc qui doit le gêner. Et chez le chien, c'est aussi plus fréquent que ce qu'on pense. Je ne sais même pas si j'ai le droit de vous montrer cette vidéo, mais moi j'ai fait un petit screenshot de cette série qui est super, de Lupin, et regardez un peu ce chien. Donc, vous voyez le petit extrait de Lupin. Ok, ça c'est série grand public. Je pense que là, ils sont 50 ou 100 à avoir passé en revue ces images avec ce chien star. Regardez ce chien star descendre les escaliers. Il pose pas la patte gauche. Ok? C'est un chien qui boite. Il a un problème à la patte gauche. Allô? Faut se réveiller là. Il y a un problème. Il faut aller voir un vétérinaire. Et bien, en fait, on passe à côté. Moi, c'est ce que je vois au quotidien dans Paris. C'est des chiens où, en fait, il a mal. Il marche sur trois pattes. Bah, le jour où il va s'abîmer la quatrième patte, donc la patte de l'autre côté, là, à l'arrière, bah, il va être sacrément handicapé. Et on aura pris 2 ans, 3 ans de retard sur cette patte qui boite. Bah, finalement, c'est une vraie perte de chance parce qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup plus d'arthrose, etc. Pour le chat, il y a une étude clé récente qui a montré qu'il y a quelques questions clés à poser pour s'intéresser à la locomotion. Est-ce que votre chat saute pour monter ou pour descendre aussi bien qu'avant? Est-ce qu'il monte ou descend les escaliers normalement aussi bien qu'avant? Ou est-ce qu'il groupe, il fait des pauses, etc.
Est-ce qu'il court toujours autant ou très bien? Est-ce qu'il joue toujours autant ou très bien? Ça, c'est 6 questions, c'est hyper simple. S'il y a oui à une de ces questions, enfin non à une de ces questions, il y a un problème, c'est un signal d'alerte de l'arthrose. D'accord? Alors ça, c'est un questionnaire qui est connu depuis assez longtemps. Il a été complété en 2025 par des questions sur la joie de vivre et des questions sur le comportement du chat. Donc ça, c'est un questionnaire de recherche qui a été, je pense, une recherche qui a été sponsorisée par un laboratoire, mais honnêtement, elle nous apporte à tous des éléments. Et ça, c'est la traduction française qui a été faite par ce laboratoire. Ben, finalement, c'est des questions qui nous permettraient, je pense, si tous les vétérinaires, au moment des vaccins, etc., posaient ces questions-là, ben, de temps en temps, on aurait des chats qui cocheraient des cases, on se dirait, mince, il y a peut-être un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous un problème, hein. On peut avoir un chat qui, je ne sais pas moi, pour des raisons X ou Y, ne monte pas bien les escaliers parce qu'il a peur de ce qui se passe là-haut, enfin, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il peut avoir des raisons externes, mais à mon avis, c'est un super outil de screening parce que c'est hyper simple pour se dire: «Tiens, là, il y a peut-être un problème, poussons un peu la question et regardons bien, si ce chat, il n'a pas un début d'arthrose» parce que n'oubliez pas, plus on l'apprend tôt, mieux c'est. Comment on fait le diagnostic en clinique? Bah, la première chose à savoir, rappelez-vous, c'est de se dire, est-ce que c'est une maladie primaire? Ça s'est développé comme ça progressivement. Ou est-ce qu'il y a une cause? D'accord? Parce que forcément, s'il y a de l'arthrose, on va traiter l'arthrose. Mais s'il y a une cause, il faut aussi traiter la cause. Il faut traiter l'arthrose et la cause, les deux. Exemple, sur un chat, on voit que la hanche, elle n'est pas normale. Je pourrais m'arrêter là et me dire, bon, bah, ok, c'est une hanche arthrosique. Non, c'est une fracture. C'est une fracture sur ce chat. Donc, il faut pousser le diagnostic. Parce que ça, si on le laisse aller quelques mois, c'est quelques mois de souffrance, il va perdre du muscle, il va être abattu, il va changer de comportement, etc. Et puis peut-être que c'est une fracture qu'on ne pourra plus réparer. Il faudra mettre une prothèse de hanche ou il faudra faire une chirurgie palliative qui est plutôt agressive. C'est sans doute dommage. Donc, comment on fait ça? On fait ça déjà par un vrai examen orthopédique. Donc, c'est là où, malheureusement, il y a parfois des examens qui peuvent être assez complexes, ça peut être assez subtil. Donc, parfois, vos vétérinaires vous envoient dans un centre de référé pour aller voir un vrai spécialiste. Et ce n'est pas dégradant vis-à-vis de votre vétérinaire qui a une certaine expérience, qui est bien meilleur que l'orthopédiste dans 90% des domaines. Mais c'est vrai que celui qui fait des examens orthopédiques toute la journée, bah, il a l'habitude de palper, de sentir. Et donc, dans ce domaine-là, bah, il va être plus expérimenté. Et ce n'est pas dégradant de dire ça vis-à-vis du vétérinaire qui est dans ce domaine-là un peu moins fort. C'est comme en médecine humaine. Le médecin généraliste, je veux dire, même dans la médecine égyptienne, il y a bien longtemps, le médecin généraliste, c'était le haut de la pyramide médicale. Parce qu'en fait, c'est lui qui faisait le lien entre toutes les spécialités. Il devait comprendre et connaître un peu tout. Le spécialiste, moi, mon job, finalement, il est simple, hein. Je fais toujours et je vois toujours un peu les mêmes choses. Alors parfois, j'ai les cas exceptionnels, c'est un peu le propre de Frégis, mais en tous les cas, c'est quand même un métier où notre palette de maladies est plus restreinte que le médecin généraliste, donc le vétérinaire généraliste. Mais d'un autre côté, quand il y a un problème orthopédique, bah, là-dessus, je vais peut-être avoir une habitude d'examen qui va me permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et de mieux cibler l'examen. Ça va éviter de partir dans plein d'examens différents. On va juste essayer de trouver le bon examen pour arriver au diagnostic. Le bon examen orthopédique, vous voyez, c'est sur cette vidéo-là, par exemple, ce Golden, si je manipule, il a l'air d'aller très bien. Quand je fais un petit geste particulier, tac, vous avez vu, il a réagi. Il a réagi, bah, il y a bien un petit truc, hein, je vous le repasse. Là, on a l'impression, moi, c'est ce que je fais au départ hein, pour manipuler. Bah, finalement, ah, il a mal. Il a mal à cet endroit-là, il y a peut-être un truc. L'autre côté, là, je ne sais pas si vous avez vu, ce chien qui était une de mes premières prothèses de hanche, bah, sur un des mouvements de l'extension de la hanche, grosse douleur à la hanche. C'est un signe clair d'un problème de hanche. On peut avancer dans ce domaine-là, etc. Alors, évidemment, on va regarder le reste aussi. Et après, il y a des manipulations très spécifiques. Si vous regardez la vidéo du bas, ça va être une luxation de rotule. Je ne sais pas si vous l'avez vu, clac, elle a basculé. D'accord? Hop, on la remet bien en place. Ça, c'est des manipulations un peu spécifiques. Il ne faut pas forcer, il faut faire attention, c'est délicat, il ne faut pas fragiliser, il ne faut pas abîmer. Mais en tous les cas, il faut arriver à le mettre en évidence parce que c'est clair que c'est le diagnostic. Et de la même manière, hop, mince, ah bah tiens, j'arrive à voilà. De la même manière, là, en haut à droite, c'est ce qu'on appelle un test du tiroir. Quand on a une rupture de ligament croisé, on a cette instabilité-là. Je ne sais pas si vous regardez le sport, le foot, le rugby, le ski, mais quand vous voyez le médecin arriver sur le terrain et faire un mouvement spécifique, il fait exactement ça chez l'homme. Et nous, c'est aussi la même chose, c'est un test.
C'est pas un test chez le chien qui est aussi fiable que chez l'homme. Donc, il faut qu'on se méfie de ce test-là parce que quand on ne l'a pas, quand il est négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rupture de ligament croisé. On peut avoir un chien qui a un test négatif, ça a l'air stable, mais qui a quand même une rupture de ligament croisé. Une fois qu'on a ciblé le problème, on sait que c'est le coude, on sait que c'est le genou, on sait que c'est l'hanche. À ce moment-là, souvent, on va essayer de comprendre le problème. Alors, parfois, on va faire des radiographies, parfois, on saute directement. Vous avez vu pour le coude, si c'est un jeune chien et que je veux un diagnostic subtil, très précoce, je court-circuite souvent la radiographie pour faire un scanner. Et là, à ce moment-là, sur les radios, on va voir un coude très abîmé, comme à gauche, ou un coude normal, comme le coude de droite. Vous voyez, hein, je vous ai mis les parallèles. Vous voyez la différence entre le coude normal sur la vue de profil ou sur la vue de face et le coude arthrosique. Alors, qu'est-ce qu'il en est du traitement, hein? Le traitement, bah, si je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit, évidemment, quand on a de l'arthrose, c'est une maladie chronique. Donc, il y a un traitement à mettre en place durable et le traitement durable n'est pas obligatoirement des médicaments dès le départ, mais c'est ce qu'on appelle un traitement conservateur par opposition à un traitement chirurgical. C'est-à-dire une approche sans obligatoirement des médicaments, mais en tous les cas sans chirurgie, pour essayer de protéger cette articulation et de réduire le développement de l'arthrose. Premier élément. Cependant, si on reprend un petit peu ce que j'ai dit, il y a parfois, et malheureusement assez souvent chez le chien, des causes primaires. Et celles-là peuvent nécessiter qu'on fasse une chirurgie. Donc on peut soit faire un traitement conservateur seul, soit pour certains cas, faire une chirurgie et l'associer à un traitement conservateur pour faire en sorte que l'arthrose ne progresse plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'il y a eu une chirurgie articulaire, l'articulation a déclenché un début de maladie et donc il vaut mieux essayer d'avoir en tête les éléments clés d'un traitement conservateur, sans se prendre la tête, parfois c'est pas non plus vital, mais avoir quelques notions en tête que je vais vous dire pour faire en sorte que si la chirurgie gère le problème dans l'immédiateté, l'arthrose qui va quand même progresser, progresse le moins possible pour que même dans 10 ans, la chirurgie soit toujours aussi efficace. Dans quel cas on va envisager la chirurgie? Quand il y a une rupture de ligament croisé, quand il y a une dysplasie du coude, quand il y a des petits fragments articulaires qui se cachent, etc., etc. Donc quand il y a une bonne raison, souvent en fait quand il y a une gêne mécanique. Le ligament croisé, vous avez vu, je vous ai montré la vidéo, c'est instable. Ben, si on ne stabilise pas, ça restera instable, ça continuera à frotter. Alors on peut masquer les frottements en donnant des anti-inflammatoires, on peut masquer les frottements en le mettant en repos, mais en fait la fin de la fin, c'est que si on ne l'opère pas, il restera instable, l'arthrose progressera vite, les ménisques vont finir par s'abîmer, etc. La dysplasie du coude, je vous ai montré des vidéos avec ce fragment, ce caillou dans l'articulation qui frotte, etc. Bah forcément, si on ne le retire pas, il va accentuer et accélérer l'arthrose. Et à ce moment-là, on a même un phénomène exponentiel. Voilà l'exemple, hein. Ça, c'est un autre exemple de dysplasie du coude. On va avec une arthroscopie. Alors, c'est une vidéo de chirurgie, je vous partage. J'espère que ça ne vous fait pas peur. On ne voit pas de sang, hein. Là, on est avec une toute petite caméra dans un coude de labrador. Et là, on voit un gros fragment, je ne sais pas si vous voyez, qui se balade au milieu de l'articulation. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe avec ce fragment quand le chien court? Parce qu'il est excité, on lui lance une balle, il y a un copain, on part avec en balade. C'est des chiens heureux, attachés à nous, ils veulent nous suivre, etc. Mais ce fragment, il frotte au-dessus, il frotte en dessous, il abîme tout en fait. Il faut retirer absolument ce fragment. C'est évident en fait. Et donc, il faut le retirer, mais par contre, il faut le retirer sans abîmer. D'où l'arthroscopie minimalement invasive, et j'irais même l'arthroscopie par quelqu'un qui a une expertise, parce que c'est tellement facile de se planter, de laisser un petit morceau, de frotter une zone qui va bien. Donc méfions-nous par la prise en charge chirurgicale sur ces articulations. L'articulation, c'est une maladie une articulation atteinte, c'est une articulation qui va devenir arthrosique. Il faut absolument mettre toutes nos chances de notre côté pour optimiser la prise en charge dès le départ. Pour ce qui est du ligament croisé, là je vous montre ça, c'est des radios de chat, donc c'est pareil chez le chat. Pour moi, le ligament croisé, il se traite avec une chirurgie. La chirurgie la plus classique qu'on connaisse, c'est la TPLO. TPLO,
C'est un acronyme anglais, peu importe, qui parle d'une chirurgie spécifique. C'est celle qui a les meilleurs résultats cliniques. On estime à peu près que 93% des chiens qui ont eu une rupture du ligament croisé, qui sont opérés par TPLO, vont revenir à une activité normale. Donc le taux de succès est quand même excellent, bien meilleur que toutes les alternatives. Il y a toujours des chirurgiens qui ont la prétention d'inventer un nouveau truc ou qui ont un tuyau avec un labo pour tester un autre truc, etc. La clé du succès reste aujourd'hui la TPLO. Ça changera peut-être un jour, mais ça veut dire que dans ces cas-là, c'est une technique qui a plus de 93% de succès de retour à une vie normale. Et pour avoir fait, moi, 5 ou 6 techniques différentes dans ma carrière, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a pas photo. Qu'est-ce que c'est la TPLO? On a vu ensemble cette vidéo du genou instable, le genou qui va basculer. Et bien en fait, qu'est-ce que c'est le genou instable? Ça veut dire qu'en fait, quand le chien s'appuie, on va avoir un glissement avec le fémur qui glisse. Vous voyez, je vous ai dessiné sur le schéma à droite, cette ligne violette, c'est la pente. En fait, quand le fémur s'appuie sur le tibia, il y a une pente, il est en pente. Donc forcément, s'il n'y a plus de ligament, il glisse. Le ligament, son job, c'est de le retenir. Ok, si je schématise ça, il faut imaginer une pente et le fémur, c'est un peu une boule. Une boule sur une pente, bah, si j'appuie, forcément, ça se décale. D'accord? Qu'est-ce que c'est la TPLO? C'est faire ce qu'on appelle une ostéotomie. On coupe un petit peu l'os, on va faire pivoter ce fragment-là pour permettre d'avoir une pente qui est plate. Ce qui fait que quand le fémur s'appuie, ça s'arrête parfaitement dessus. C'est parfaitement stable. Il n'y a plus de jeu. On re-rend ce genou stable et confortable. C'est ça le secret. Pour ceux qui aiment voir un peu comment ça se passe, voilà comment ça se passe. On va, à l'aide d'une scie, couper, puis faire pivoter ce fragment jusqu'à ce que la pente soit parfaite. Et à ce moment-là, on met une plaque et des vis qui, très temporairement, permettent que tout ça tienne en place. Temporairement, parce que l'os cicatrise, et on pourrait tout à fait retirer la plaque une fois que tout ça s'est cicatrisé. La réalité, c'est qu'il y a probablement moins de 3% des chiens qui ont besoin qu'on retire la plaque. C'est souvent qu'il y a une sensibilité ou une petite infection ou un petit quelque chose qui fait qu'il faut retirer la plaque. Mais c'est très rare. Donc je vous ai montré deux maladies classiques, ligament croisé, dysplasie du coude, et pourquoi pour cela il faut opérer. Pour les autres, quand on a de l'arthrose, on va plutôt aller vers un traitement conservateur, et parfois, comme chez l'homme, ce que je vous décrivais tout à l'heure avec la hanche, quand l'amélioration est insuffisante, on va envisager une chirurgie. Et là, ça peut être une prothèse de hanche, ça peut être comme sur ce chat à gauche, ou une arthrodèse. Parfois, il y a une articulation très douloureuse, ben, on va la bloquer. Et en fait, on va redonner du confort. La fonctionnalité, parfois, est un petit peu affectée, parfois pas tant que ça, honnêtement, hein, si on pense au poignet, par exemple. Mais en tous les cas, il n'y a plus de gêne, plus de douleur. Alors, je vais finir par une partie qui est vraiment importante, qui est le traitement conservateur. Comment on gère au quotidien un animal qui a de l'arthrose? Pour moi, il y a 4 règles principales. Et ça, j'insiste, et honnêtement, c'est une conférence ça, que je donne aux vétérinaires sur ces règles principales. Euh, il y en a d'autres, des choses qu'on peut faire. J'imagine dans les questions, vous me parlerez de homéopathie, phytothérapie, etc., etc. On peut parler de plein de trucs. Pourquoi je vais insister sur 4? Parce que c'est les 4 qui ont le maximum d'impact et d'effet. Et en fait, si vous vous concentrez sur ces 4-là et que vous arrivez à trouver un mode de vie qui est pas trop dérangeant, c'est pas une contrainte et c'est hyper efficace. Alors que les autres éléments, il y en a qui sont sans doute un peu efficaces, mais c'est souvent beaucoup plus contraignant. Et parfois, c'est contraignant sans être efficace. Donc méfions-nous des alternatives, des solutions miracles, surtout quand elles existent depuis 25 ans, comme les billes d'or. Ça fait 25 ans que ça existe. On n'a toujours pas de preuves. Nous, à Frégis, on l'a fait pendant des années et des années. Bah, au final, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a d'autres solutions comme ça innovantes qui sont quand même plus efficaces. Alors, les traitements conservateurs, les 4 éléments clés, vraiment clés, c'est quoi? C'est d'abord la perte de poids. OK? Hyper important. Hyper important et n'oubliez pas, hein, contrairement à ma petite vidéo là, n'oubliez pas que la perte de poids, d'ailleurs ça c'est un chirurgien du Pays Basque qui m'avait donné cette vidéo, un chirurgien vétérinaire, cette perte de poids, elle est principalement liée
à l'alimentation qu'on va donner. D'accord? Donc méfions-nous surtout de cet aspect-là. C'est souvent par excès d'alimentation que le chat ou le chien a pris du poids. Deuxième élément, une alimentation spécifique. Donc évidemment, une alimentation spécifique light peut être très utile, mais c'est plus dans la gestion de la perte de poids. Perte de poids, il faut faire une évaluation des calories, des besoins, etc., en faisant attention à se dire que la graisse n'a pas besoin d'être nourrie. Donc un chien qui est en surpoids, son poids de forme tout seul, si on le nourrit, un chien de 13 kilos qui a 3 kilos de graisse, il ne faut pas lui donner pour 10 kilos, parce qu'en fait, ces 3 kilos de graisse n'ayant pas besoin d'être nourris, si on lui donne un aliment pour 10 kilos de chien, il ne perdra pas de poids. Si on veut lui faire perdre du poids, c'est-à-dire utiliser sa graisse pour nourrir sa masse maigre, il faut lui donner une ration encore plus réduite que pour 10 kilos. Donc vous imaginez, je reviens juste là-dessus, dans ces cas-là, vous imaginez que pour les propriétaires qui ont l'habitude de lui donner pour 14 kilos, passer de 14 kilos à 8 kilos, la moitié de la ration, c'est vraiment challenging. Et en fait, c'est hyper dur aussi pour le chien, hein. C'est comme moi, quand pendant certaines périodes, c'est la fête, on est avec des copains, on mange tout le temps, etc. Bah, finalement, on s'habitue à ça, hein. Quand après, on se remet un peu à la diète, bah, c'est pas fun. Et donc, c'est pas simple. Mais en fait, c'est quand même si c'est pas fun, c'est notre responsabilité de parents, en fait, de faire gaffe à ça et de faire gaffe à l'apport calorique. Mais là, quand je parle d'alimentation spécifique, je parle plutôt non seulement du light, mais du côté arthrose. Il y a des aliments spéciaux pour l'arthrose. Et ça, je vous ai mis en bas une étude scientifique qui était la première sur le sujet en 2010 avec un aliment qui s'appelle le Hills JD. Alors maintenant, il a évolué, il s'appelle Mobility, etc. Peu importe. Je veux dire, ce qui est important quand on pense à une alimentation spécifique pour l'arthrose, c'est d'aller vers des aliments de qualité. Faites gaffe, moi je vois des gens tous les jours qui viennent, qui m'amènent leur aliment qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, il y a marqué articulation. En fait, la marque, qui est surtout une marque commerciale, a rajouté un peu de glucosamine et a trouvé 5 influenceurs pour dire que c'est vraiment fabuleux. Mais ce n'est pas ça qui compte. Allez chercher des marques où il y a des vétérinaires qui aident au développement des marques et pas le vétérinaire, un vétérinaire pour faire l'image sur le site. Souvent, c'est des marques d'ailleurs, je sais pas, Hills, c'est des choses comme ça, Purina, Royal Canin, peu importe. Mais en tous les cas, les marques qui sont distribuées par vos vétérinaires sont des marques sérieuses. Ok, elles sont peut-être moins bonnes dans les réseaux sociaux, mais elles sont beaucoup plus sérieuses. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et en fait, il y a 15-20 produits qui ont été des compléments pour l'arthrose. De tout cela, et ça c'est une autre étude, là, que je vous mets en dessous, là, de 2022, une étude du Québec, ils ont fait des études en regardant toutes les études faites par les compléments nutritionnels. Donc la glucosamine, chondroïtine, oméga 3, collagène, extrait de moule verte, machin, etc. L'aliment qui semble le mieux, que ce soit chez le chien ou chez le chat, c'est les oméga 3. Et en plus, il faut des oméga 3 avec une quantité suffisante d'oméga 3. Donc ça peut être pas si simple. D'où la simplicité d'aller vers des croquettes commerciales de qualité, dans une marque connue, reconnue par les vétérinaires, sur l'arthrose. Là, au moins, on est sûr de ne pas faire impair. Si vraiment vous voulez garder, c'est une alimentation maison, c'est une marque qui vous tient à cœur, etc. S'il y a un complément à rajouter, c'est les oméga 3. Avec des oméga 3 de qualité, faites gaffe parce que la bouteille d'huile qu'on ouvre, une fois qu'elle est ouverte, ça se dénature, les oméga 3. Donc, vaut mieux des petites gélules à donner qu'une bouteille qu'on ouvre et avec des quantités assez élevées. Je suis en train de prendre trop de temps, mais j'espère que ça vous intéresse et je pense qu'on va finir à l'heure et qu'on débordera un peu pour les questions. Je réinsiste là-dessus, je pense que c'est hyper important. Ça, c'était des études que m'avait transmis justement un des vétérinaires d'une des grandes marques, Hills pour vous le dire. Les chats en surpoids ont 4,9 fois plus de risques d'avoir des problèmes locomoteurs. Donc c'est quand même hyper parlant, hein. C'est-à-dire que c'est même un outil de prévention, en fait, la bonne gestion du poids. Et un tiers des propriétaires de chats obèses les considèrent comme normaux ou maigres. Obèses, hein, pas en surpoids, obèses. Donc c'est quand même, on a une vision très biaisée de notre chien ou de notre chat, et même de celui des autres d'ailleurs. Je pense que nos standards dans notre tête sont déformés. Un bulldog, on l'aime bien carré, etc. Mais c'est très fréquent de les avoir en surpoids. Perte de poids, alimentation spécifique.
Troisième élément, modification de l'activité de l'environnement. Comment on fait ça? L'objectif, c'est d'améliorer le confort, de faire travailler l'articulation parce que ça nourrit l'articulation, mais parce que aussi ça développe l'amplitude de mouvement de l'articulation. Ça évite qu'elle se fige. De développer la masse musculaire, je vous en ai parlé pour commencer. Plus on développe le muscle, mieux c'est. Donc la clé pour moi, c'est plus souvent, d'une bonne durée, mais c'est-à-dire pas trop longtemps non plus. Il vaut mieux faire 4-5 fois par jour des balades moyennes qu'une énorme balade tous les jours. Parce que l'énorme balade, on surfatigue le muscle et après, c'est l'articulation qui trinque. Qui trinque. Les activités à favoriser, c'est la marche, la nage, le trot. Les activités à limiter, c'est tout ce qui est impactant. La balle, le bâton, les jeux violents avec les autres chiens, les terrains hyper accidentés. Tout ça, forcément, ça le fait forcer sur ses articulations. Pour le chat, ça, c'était une petite photo que j'avais faite avec mon copain intelligence artificielle. Mais vous voyez, l'idée, c'est d'adapter, de stimuler à se déplacer dans la maison. On change de pièce quand on est en télétravail, on l'aide à se déplacer, etc. L'accessibilité à la litière, le griffoir au sol, les petits jeux distributeurs de croquettes, comme dans la vidéo, là, ça c'était un de mes patients il y a maintenant pas mal d'années, malheureusement je vieillis. Euh, voilà, tous ces trucs-là, faut stimuler l'activité, il faut essayer d'éviter les chocs. L'arbre à chat trop haut, il faut vraiment faire plein de plateformes, etc. etc. D'accord. On peut aussi aller, moi, dans le métro, j'ai déjà vu des chats en laisse, pour vous dire, mais voilà, l'accès à l'extérieur, c'est quand même assez utile. Après, si c'est pour sauter la barrière de 3 mètres, pour aller chez le voisin, etc., ça, c'est moins bien. Donc, il faut peut-être essayer de cloisonner, voilà, mais parfois, il ne faut pas tout changer, parce qu'en fait, le chat, il a un développement musculaire bien adapté, même s'il se traumatise un peu, si ça développe beaucoup son muscle, c'est pas si mal. Ça, c'est pour moi les clés de base. La perte de poids, l'alimentation spécifique, stimuler l'activité de faible impact, éviter l'activité de fort impact. 4 règles, ces 4 règles, c'est les clés au quotidien. Et si on les gère bien, c'est même plus des contraintes. On donne des croquettes, mais de toutes les manières, on allait lui en donner. On fait gaffe à son poids, mais en fait, on lui donne la bonne quantité de croquettes, ça suffit. On prend l'habitude d'aller se balader, faire des balades un peu plus souvent, un peu moins longues et d'arrêter de jouer à la balle. Ben voilà, on a gagné en fait. On gagne des années et des années de confort. Lorsque ça ne va plus, là, on peut sortir l'artillerie avec les médicaments. C'est très adapté. Mais moi, c'est plutôt en deuxième ligne, une fois que s'il y a de l'inconfort, il boite, il est inconfortable, il perd du muscle, ou voilà, tout ça, ça peut être des éléments qui me disent que ça ne va pas. Et là-dessus, pour la gestion des médicaments, moi, je ne suis pas un des pros des médicaments. J'aime bien donner des médicaments quand je sais que ça marche. Et donc là, pareil, il y a eu des études qui ont montré, ça c'est des experts qui ont regroupé un peu des idées pour se dire, OK, c'est quoi les médicaments les plus efficaces? Et donc ça, c'est ce qui est en rose là. C'est les anti-inflammatoires, AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, et les anti-NGF. Les anti-inflammatoires, on les connaît. Il y a 2 sortes. Attention, moi je parle des non stéroïdiens. Donc ça s'appelle Metacam, Prévicox, Rimadil, etc. Ça, c'est les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y en a plein. Moi, j'ai pas de préférence, pour être très sincère. En ce moment, j'en donne un en particulier. Je suis pas sûr qu'il y ait plus d'effets secondaires. L'inconvénient des anti-inflammatoires, c'est qu'il y a quand même des effets secondaires digestifs. Souvent, c'est au bout de 5-6 jours, ça dure quelques jours, il faut quand même surveiller ça. Et puis, sur le très long terme, peut-être que ça peut avoir des impacts sur les reins, etc. Enfin, pas peut-être, c'est prouvé, mais en tous les cas, voilà, bon, il peut avoir des effets secondaires. Donc, souvent, moi, je vais faire un traitement quand même assez long, plusieurs semaines, mais en faisant attention aux doses et en surveillant bien les effets secondaires. Deuxième type de médicament très connu maintenant par les vétérinaires, beaucoup moins par le grand public, c'est les anticorps monoclonaux anti-NGF. Je vais finir par ça. Qu'est-ce que c'est? Le NGF, c'est un transmetteur de douleur articulaire. C'est des injections qu'on fait qui durent 1 mois. Et l'injection, donc le petit médicament, c'est un anticorps qui va aller se lier avec cette protéine, là, le NGF, qui transmet le signal de la douleur, et ça l'empêche, cette protéine, de se bloquer sur le récepteur et donc d'envoyer le signal au cerveau pour dire j'ai mal. Donc en fait, ça masque la douleur. C'est vraiment l'effet principal. Je pense que c'est le seul à considérer. C'est un masque de douleur. Donc, ça a des très bons résultats cliniques. Honnêtement, moi, que je sois chez le chien ou chez le chat, je suis souvent très content de l'effet.
d'accord? Et si jamais ça ne répond pas, je cherche une autre cause que l'arthrose comme cause de problème, hein, attention à ça. Il y a très peu d'effets secondaires. Alors je ne vais pas vous les dire, mais honnêtement, c'est moins de 10 chez le chat et c'est principalement des problèmes de réaction, cutanée, transitoire, donc c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème, ça dépend pour qui. Et puis chez le chien, il y a des petits effets secondaires, connus sur, polydipsie, donc le chien va boire plus, uriner plus et cetera, mais je vais peut-être vous dire une bêtise, mais je dirais que c'est moins d'un cas sur 100, donc c'est vraiment marginal. Et puis, il y a quelques petits signaux que peut-être certains chiens, au niveau articulaire, peuvent réagir différemment. Ça reste encore, je pense, très marginal. On va en reparler juste sur la slide d'après. Donc, c'est assez miraculeux, ces médicaments. Mais par contre, attention, ça masque la douleur. C'est son seul effet. Ça ne stoppe pas la maladie. Ça veut dire que les quatre éléments que je viens de vous dire, ils sont encore plus importants quand on donne des anticorps monoclonaux. Mais pour moi, la clé, et d'ailleurs, je voulais vous parler de ça parce que récemment, des propriétaires me disent: «Ah, mais j'ai entendu sur les réseaux sociaux, machin, des trucs qui se disent là-dessus». En fait, moi, je pense que c'est un très bon médicament, mais par contre, il faut le mettre et le donner que quand c'est très indiqué. C'est-à-dire que si on donne ça sur un chien qui a une dysplasie du coude avec un gros fragment ou un chien qui a une rupture de ligament croisé, ben, le problème mécanique étant masqué, enfin la gêne étant masquée, mais le problème mécanique persistant, eh ben, la mécanique va s'accentuer. C'est-à-dire que mon genou instable, je vais forcer dessus parce que j'ai plus mal, bah, il va être encore plus abîmé. Mon fragment dans le coude, il va encore plus abîmer. Donc attention à poser les bonnes indications, à bien accompagner, ça c'est le message que je passe aux vétérinaires, les propriétaires quand on donne ces médicaments, et ne pas toujours succomber à l'exigence que vous pouvez avoir, cher propriétaire, de lui dire: «Il boite, je veux une solution miracle». Ouais, mais attention, parce que s'il a 1 an et que je lui fais une solution miracle maintenant, bah, et que c'est juste pour lui masquer la douleur, bah, ouais, dans 5 6 ans, son articulation, elle risque d'être abîmée. Donc faut plutôt que, tout de suite maintenant, faut qu'on prenne quand même 10 minutes que je vous explique comment bien accompagner votre chien durablement avec son arthrose. Petit élément supplémentaire, la rééducation professionnelle, que ce soit l'e-move, l'hydrothérapie qui marche même pour les chats, vous voyez, le laser, tout ça, c'est des éléments quand même qui sont très positifs. Alors en conclusion, eh ben, l'arthrose, c'est une maladie clairement très sous-estimée. Et pour moi, la clé d'approche de cette maladie, c'est un diagnostic bien établi. Le plus vite possible, bien comprendre la cause derrière, différencier une arthrose primaire d'une arthrose secondaire. Tout ça, c'est hyper, hyper important. Et puis après, quand on a de l'arthrose, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les 4 points principaux. La perte de poids, l'alimentation spécifique, moduler l'activité, en stimulant l'activité de faible impact et améliorer l'activité de fort impact et réduire l'activité de fort impact. Ça, c'est la base. Et après, quand c'est des cas plus sérieux, on peut utiliser des médicaments anti-inflammatoires dans les cas de crise aiguë, d'inflammatoire, anti-NGF pour l'accompagnement plus longue durée. Tout ça, c'est très important. Je vous ai mis un petit QR code, ça c'est mon Insta, je viens juste de créer ça et je partage quelques cas pour ceux qui sont vraiment fanatiques d'orthopédie sans être vétérinaire, bravo à vous. C'est un bon choix. Et puis maintenant, je vais arrêter le partage d'écran et puis je vais être ravi de vous répondre à vos questions. Alors, je reprends un peu tout ça. Je vais faire dans l'ordre. J'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que j'ai oubliés. Euh, Vous parlez des membres, l'arthrose touche-t-elle la colonne vertébrale? Alors, c'est peut-être une question qui arrivait un peu vite parce qu'à un moment, je l'ai quand même dit, que on a, en particulier chez le chat, de l'arthrose des membres, mais aussi de la colonne vertébrale. Et donc, cette arthrose vertébrale peut me gêner pour faire ma toilette, et cetera, et cetera. Donc c'est assez, en fait, c'est une maladie qu'on est en train de découvrir. Nous, à Frégis, on voit de plus en plus des chats qui ont des petites hernies discales qui les handicapent fort. Parfois, il faut mettre un traitement, mais alors il y a les mêmes bases un peu, hein, le poids et cetera, mais il y a aussi d'autres éléments plutôt nerveux
Parce que s'ils ont mal à cause de leur arthrose vertébrale, c'est souvent que les nerfs sont stimulés et ce n'est pas le même type de douleur. Ensuite, beaucoup d'élevages font des radios pour la dysplasie de hanche, mais pas des coudes. Ouais, alors déjà, il y a des élevages qui font rien du tout, hein, malheureusement. Moi, je trouve que c'est du malpractice, surtout sur des races à risque. Hein. Alors, malheureusement, heureusement, j'allais dire, malheureusement, il y a des races qui sont très prédisposées, mais heureusement, il y a aussi des races qui sont peu prédisposées, hein, un lévrier, par exemple. Mais donc, ça, c'est souvent des guidelines de la Société centrale canine et des clubs de race. Et je pense, malheureusement, que parfois, il y a un peu de laxisme ou un peu de manque d'exigence là-dessus. Pourtant, maintenant, il y a vraiment des études qui ont montré que cette sélection génétique, elle a eu un impact. Alors, pas l'impact espéré pour ramener à zéro ces maladies, mais en tous les cas, on peut arriver à améliorer la maladie par la sélection. Moi, je vous invite à vous renseigner quand vous adoptez sur quel type de race, enfin, selon la race ou le croisement de race, savoir quelles sont les maladies connues et s'il y a la dysplasie du coude, bah, n'adoptez pas s'il n'y a pas eu le test de dépistage des coudes. Mais n'oubliez pas un truc que je vous ai dit, c'est que les radios à 1 an ne sont pas hyper fiables. Et donc, on peut, entre guillemets, favoriser le score en faisant des radios le plus vite possible à 1 an, parce que en France, c'est à partir d'1 an qu'on va regarder les radios. Aux États-Unis, c'est à partir de 2 ans, ce qui est assez ennuyant pour les éleveurs, parce qu'ils attendent plus longtemps pour les mettre à la reproduction, mais ce qui est beaucoup plus sérieux d'un point de vue sélection. J'espère que je ne me suis pas fait trop d'ennemis en disant tout ça, mais c'est important que ce soit connu. Minette croisée, Maine Coon diabétique, l'arthrose est-ce une conséquence? Peut-être. En fait, là, je vois un lien entre deux maladies, diabète et arthrose. Il y a un lien fort, c'est souvent le surpoids. Donc peut-être que le surpoids a fatigué les articulations et fatigué aussi le métabolisme et le métabolisme hormonal. Donc il y a peut-être un lien et c'est peut-être que l'arthrose est secondaire à d'autres facteurs. Cependant, je dois le dire aussi, Maine Coon, c'est une des races que je vois assez souvent pour des dysplasies de hanche. C'est sans doute la race sur laquelle j'ai fait le plus de prothèses de hanche chez le chat, pour des luxations de rotules, pour des dysplasies de coude. Donc, les chats, ils ont quand même des maladies assez fréquentes. Il y a beaucoup de questions perso ou pas? Je vais essayer de répondre d'abord à des questions un peu générales. Tout doudoute, tout doudoute. Mon chat, mon toutou. Je vous comprends. En fait, c'était pas pour l'arthrose, c'était pour un avis. Mon chat adopté depuis peu doit avoir autour de 15 ans, ne saute plus du haut d'une chaise. L'âge doit-il être pris en compte? Non, 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 je suis désolé, malheureusement, non, moi, je vois des chats de 18 ans qui sont hyper agiles, en fait. Je vois des chiens de 15 ans qui courent toujours comme des tout jeunes. Donc, pour moi, l'âge n'est pas une cause de problème de déplacement. Et donc, quand on se déplace mal, c'est souvent qu'il y a de l'arthrose. Hein. Si je ne me déplace pas, comme ça je réponds à Virginie en même temps, j'ai du mal à descendre les escaliers, je mets du temps à me lever le matin, j'ai du temps à me retourner. Tout ça, c'est vraiment des signes d'arthrose. Hein. Et donc, l'âge, il peut enfin, l'arthrose peut démarrer honnêtement à n'importe quel âge. Euh, C'est pas mal. J'ai beaucoup de questions très spécifiques, donc c'est un peu dommage pour tous les autres, mais je vais essayer de continuer. Concrètement, comment soulager un chat vieillissant qui a des soucis d'arthrose sans trop d'acharnement, médicaments qui peut soulager l'inflammation? Donc c'est ce que je vous ai dit. Moi, je pense qu'il faut travailler le poids, il faut trouver un aliment où on rajoute des oméga 3, soit l'aliment habituel lui va très bien, etc., et trouver un complément sur lequel il y a des doses assez importantes de oméga 3, 150 mg à 200 mg par kilo. Vous voyez, enfin, non, faut retenir peut-être plutôt 100 mg par kilo. C'est pas mal. 1000 mg par 10 kilos. Et ça, demandez à votre veto. Demandez à votre veto qu'est-ce qu'il a comme complément. Ça peut être des gélules toutes seules. Il va peut-être vous recommander d'aller en pharmacie. Il va peut-être vous donner un complément classique où il n'y a pas que des oméga 3, même si je pense que les oméga 3, c'est vraiment la clé de tout ça. Les massages peuvent-ils soulager? Bien sûr. En fait,
Dans la partie rééducation professionnelle, je vous ai marqué une slide avec 3 éléments clés: hydrothérapie, l'e-move, donc le travail d'équilibre, et cetera, et le laser. Mais en fait, les massages sont assez utiles aussi. Parfois, on utilise du froid, du chaud, des massages. Il y a plein d'autres choses. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que c'est des super boosters. Ce que j'aime moins avec la rééducation professionnelle, c'est que pour moi, c'est un ajout supplémentaire aux 4 autres éléments. Il ne faut pas que parce qu'une fois par semaine, on va faire l'effort d'aller à 1 heure de chez soi, faire ci, faire ça, se dédouaner les autres jours, de faire l'effort de mettre en place les bons éléments. Le travail du quotidien reste quand même la clé, mais si on peut booster les choses, si on veut booster les choses, la rééducation professionnelle, c'est vraiment un super atout supplémentaire. Euh, et ben, quand alors maintenant, il y a pour les aliments spéciaux arthrose, si on a du mal à en donner, première recommandation, changer de gamme. Il y a plein de marques, il y a des aliments light, même chez le chat maintenant, il y a de l'aliment arthrose light, il y a de la pâtée, il y a de la croquette, il y a des sachets. Enfin, on a quand même un panel de bons aliments, pardon, qui est quand même assez considérable. Mais si ça ne marche pas, on reste sur l'idée des oméga 3 comme je viens de vous dire. Heu, peut-on commencer le Librela chez un chien de 5 ans? Alors moi, oui, alors, oui, oui, on me dit: «Ah si la seule alternative sinon c'est de le laisser avoir mal, oui, il vaut mieux le faire». Moi, à 5 ans, j'essayais de comprendre quelle est la cause. Parce que pour moi, un chien qui, à 5 ans, a déjà de l'arthrose qui lui fait mal, c'est qu'il y a une maladie qui est là depuis 1 an, 2 ans. Donc une maladie, articulaire quand j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un chien, c'est que j'ai une cause primaire. Et vous avez retenu dans les causes primaires, la rupture de ligament croisé, la dysplasie du coude, l'ostéochondrite, tout ça, c'est des causes mécaniques. Il faut gérer la mécanique. Alors parfois, on n'a pas posé le diagnostic final, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, on dit: «Bon, bah, c'est de l'arthrose». Mais ça, c'est un peu une solution de facilité. Il faut aller comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Ma Minette de 18 ans est sous Solensia depuis 1 an et cela lui permet de vivre plus facilement vu son âge. Bah, voilà, bon, bah, ouais, exactement, c'est une bonne approche. Très orienté chien, dommage. Oh, vous exagérez, j'ai quand même parlé un peu du chat. C'est dur, hein, c'est dur. Alors déjà, il faut savoir que nous, dans la littérature, et dans nos bases, de recherche, 95 des articles scientifiques sur l'arthrose sont sur le chien et pas sur le chat. Je pense que je vous ai au moins parlé à 30-40 du chat. Parce que ce que je vous dis pour le ligament croisé, c'était du chat, et cetera, et cetera. Ah bah, tiens, bah, merci Malika, tu es d'accord avec moi. Mon chat de 5 ans s'est coincé dans une fenêtre, ouais, il a pas le dos droit, on m'a dit que c'est pas grave, on ne m'a pas parlé d'arthrose. Bah, là, c'est très difficile, hein. Honnêtement, moi, à distance, poser un diagnostic, c'est pas une bonne idée. Je vais sans doute, elle est moi, je m'amuse parce que j'ai une dame qui me dit que j'ai opéré leur chien, qui m'a reconnu sur la vidéo et qui allait se cacher. Sympa, quelle reconnaissance, hein. Bon, bah, voilà. Écoutez, j'ai l'impression que, vous avez tout. Il y a des petites choses que vous avez pas vues, le QR code. Je sais même pas, moi, c'était mon compte Insta, mais pro, parce qu'en fait, j'ai pas mal de propriétaires qui me suivaient sur mon compte perso, qui n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je suis jamais dessus. Et donc, je me suis dit: «Bon, bah, je vais mettre un compte professionnel». C'est Docteur Ragetli, orthopédie Veto. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez, rattraper, mais vous aurez le replay en plus. Eh bien, écoutez, merci pour, vos remerciements. Je vois plein de remerciements. Je regarde s'il n'y a pas une ou 2 questions qui sont arrivées tard. Merci d'avoir tordu le cou au préjugé que l'arthrose était une conséquence de l'âge. Ouais, avec plaisir. Je crois qu'on est bon, non? Qu'en penses-tu? Est-ce que j'ai des questions importantes que j'ai, pas vues?
Et sinon, je crois que la règle, corrige-moi si je me trompe, mais c'est que toutes les questions soient répondues dans un deuxième temps s'il y a besoin. Oui, s'il y en a, si vous êtes un peu frustrés parce qu'on n'a pas répondu, vous inquiétez pas. En tout cas, on reprend le temps ensuite de reprendre toutes les questions et répondre par écrit. Peut-être une dernière, là, je vois. Est-ce que les visites chez l'ostéopathe peuvent aider à soulager les arthroses? Ah ouais, tiens, j'en ai pas parlé. Euh, alors, oui, alors moi, oui, pourquoi pas. Dans mon schéma, un chien qui boite a souvent une vraie maladie primaire. Une arthrose, une rupture de ligament croisé, une dysphasie du coude, etc. L'ostéopathe, il peut aider un petit peu ça, le confort, ça va être très temporaire, c'est pas magique. Par contre, il peut rééquilibrer pas mal de choses. Parfois, il y a des tensions dans les fascias qui sont assez importantes, etc. Donc, l'ostéopathe peut avoir un rôle supplémentaire. Moi, je le mettrais peut-être en sixième ligne, donc après la physio professionnelle. Mais c'est peut-être mon côté un peu rhumato. Euh, oui. Et je le pondérais en disant que de mon expérience, il y a ostéopathe et ostéopathe dans le monde vétérinaire. Il y a des gens, et c'est pas une question obligatoirement de formation, de parcours, etc. C'est qu'il y a des gens qui sont très renseignés sur l'orthopédie et donc qui ont une vision vraiment complète et qui savent diagnostiquer une rupture de ligament croisé, etc., etc. Et il y en a qui parfois sont des manipulateurs sans doute émérites, mais qui ont une moins bonne connaissance des maladies articulaires et qui parfois passent à côté de certaines maladies assez importantes. Et donc, c'est presque une perte de chance. Donc, pour moi, c'est plutôt un ajout une fois que le diagnostic est posé, mais c'est un bel ajout. Voilà. Ton Mon micro micro. est coupé. Ah oui. Ouais, merci en tout cas, c'était, très bien, très complet, très concret aussi. Je vois que j'ai encore d'autres questions sur des produits. C'est des produits qui sont proposés en clinique vétérinaire ou sur notre e-commerce MyVetShop. On vous répondra, pas de problème. En tout cas, on prendra le temps, vous recevrez, en fin de semaine ou début de semaine prochaine toutes les réponses à vos questions. Merci encore docteur pour ces moments ensemble, pour cette conférence. Merci, d'avoir pris le temps avec nous ce soir et d'avoir pris le temps aussi de répondre aux questions. Et pour ceux qui souhaitent revoir de nouveau, vous allez recevoir directement le lien du replay dans votre boîte mail et puis ensuite elle sera disponible aussi sur, la chaîne YouTube de MyVetShop et de VetinWeb, les 2 chaînes. Et puis on se retrouve, au mois de septembre pour évoquer un nouveau sujet, avec vous. Encore merci et puis, bonne fin de soirée à chacun et à bientôt. Au revoir et merci.